Ok. Donc ce soir, il va être question d'un sujet qui m'intéresse au plus haut point. C'est un sujet qui va être en lien, parce que la mémoire, ça c'est quelque chose qui revient tout le temps quand j'anime moi des interventions. Alors peut-être pour commencer, parce que là, je suis pas sûr que tout le monde me connaisse bien. Donc moi je m'appelle Vincent Delormel, je suis un mnémoniste. J'ai commencé l'étude de l'art de la mémoire en 1995, donc ça fait quand même très très longtemps. J'ai écrit pas mal de bouquins sur le sujet. Dans le tout premier là qui est ici, regardez. Allez, ça c'est un bouquin qui est épuisé aujourd'hui. Mon tout premier livre ici. Voilà. Qui date qui a été écrit en 99-2000, voilà, à peu près, et qui a été réécrit entre temps, mais voilà, ça c'est la première édition. Donc ne la cherchez pas, elle n'existe plus, hein, elle est en téléchargement, notamment sur le MemoCamp. Donc j'interviens sur l'art de la mémoire depuis à peu près 20 ans maintenant. Donc j'ai commencé l'étude en 95, première intervention au début des années 2000. Donc aujourd'hui c'est mon activité principale, je fais des conférences, des interventions, des formations, des séminaires, un peu partout dans le monde. Aujourd'hui en temps de pandémie, on est d'accord, un peu partout dans le monde ça se résume plutôt à l'hexagone, en attendant des jours meilleurs. Et donc c'est une passion. Je viens du monde des magiciens, des illusionnistes. Donc ma particularité, si vous voulez, c'est d'avoir fait un lien très tôt entre l'attention, la perception et une forme de mémoire qu'on appelle la mémoire de travail, dont on va parler aussi tout à l'heure quand on va aborder cette notion de mémoire. Et voilà, donc j'interviens principalement pour des publics de dirigeants, de managers, mais aussi pour le grand public, notamment à travers le MemoCamp. Le MemoCamp qui est ici. Alors c'est pas cette page-là évidemment. Le MemoCamp que je vais vous montrer ici, je vais vous en parler tout à l'heure. Juste pour vous situer, MemoCamp c'est une ressource que j'ai mis en place moi il y a quelques années maintenant. Une ressource très importante sur l'art de la mémoire, la cognition, l'attention, la concentration, qui moi me passionne depuis extrêmement longtemps, et donc ici il y a donc toute une communauté qui parcourt tout ça. Donc c'est un endroit complet pour à la fois optimiser et entraîner sa mémoire. J'y reviendrai. Alors surtout, ça aussi je vous en parlerai, mais à la fin, je vais donc proposer aux personnes qui veulent aller plus loin de continuer l'aventure sur le MemoCamp si vous avez envie, avec une offre. Hein. C'est aussi pour vous remercier d'être ici avec moi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, ce soir en tout cas, rapidement, je vais donc aborder le rôle et les enjeux de la mémoire en 2021. Question qui peut se poser aujourd'hui à une époque où effectivement, on peut se demander à quoi peut servir la mémoire au milieu de tous ces outils que nous avons à notre disposition, que sont notamment les smartphones, les ordinateurs, etc., etc. Alors, tout à l'heure, je vais vous poser la question et vous allez me répondre librement et vous me donnerez déjà votre avis. Et l'enjeu pour moi, c'est d'apporter un éclairage là-dessus. Il n'y a pas de vérité, jamais. D'ailleurs, moi, je vous encourage à faire toujours quelque chose quand vous avez face à vous quelqu'un qui vous enseigne des informations. D'aller toujours, si vous voulez, chercher d'autres sources, de les confronter à ce que vous savez ou croyez savoir. Donc, c'est toujours important, si vous voulez, de toujours rester ouvert. Je vais vous donner ma position par rapport à tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Mon but, c'est de vous éclairer, pas forcément de vous convaincre, mais au moins de vous éclairer pour pouvoir vous faire votre propre avis. Donc, rapide introduction sur le rôle et les enjeux de la mémoire en 2021. Je vais vous rappeler quelques notions sur la mémoire, et puis vous allez voir, c'est fondamental de bien les comprendre, ces notions, parce que beaucoup de personnes font pas mal d'amalgames sur ce qu'est la mémoire, sur à quoi elle sert réellement, et quelle est son utilité, et comment déjà dans l'Antiquité on l'avait abordé. Je vais vous apporter de l'intelligence artificielle également, parce que c'est de ça dont il s'agit quand on parle du rôle et des enjeux de la mémoire en 2021. Certaines personnes, et même des experts dans les IA, et je vous en parlerai, vous diront que finalement l'intelligence artificielle aujourd'hui ça reste quand même un mythe, et que peut-être il faut savoir s'en servir justement pour l'allier à votre cerveau et à votre cognition tout entière. Et puis au final, donc je vous parlerai des enjeux qui me semblent moi fondamentaux aujourd'hui, donc en 2021. Alors rapidement, on va commencer par l'introduction. Alors à votre avis, et là je vous pose la question, même si on a un petit décalage, je vais vous laisser me répondre dans le chat. À quoi servirait la mémoire en 2021? C'est une question qu'on me pose tout le temps. Vous avez le chat pour répondre. Et
Et la question que je vous pose tout simplement maintenant, vous répondez ou pas, hein, c'est vous qui décidez, c'est à votre avis à quoi sert la mémoire aujourd'hui en 2021? C'est une question qu'on me pose toujours parce que c'est vrai que on a des smartphones, c'est vrai qu'au final aujourd'hui, quand on cherche une information, rien de plus simple que d'aller chercher l'information sur un moteur de recherche comme Google ou sur nos applications. Et puis on a tous en tête ces fameux robots qui arrivent et qui peut-être vont finalement remplacer, semble-t-il, toutes les tâches qui font appel à la mémoire. Et donc peut-être qu'à terme on n'aura même plus besoin de tout ça parce que finalement tout sera accessible. Quel est votre avis par rapport à ça? Quel est votre avis par rapport à l'utilité de la mémoire? Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui a encore du sens? Et pourquoi? Et de quelle manière? À entretenir son cerveau. Ouais, très bien, me dit Philippe. Parfait. Alors, entretenir son cerveau, c'est une réponse. Savoir où trouver l'information. Ok, c'est une bonne idée. Savoir où trouver l'information, je suis assez d'accord. Alors, associer des idées pour créer et innover. Bravo, ça c'est, je trouve, intéressant. Et le seul refuge pour s'investir sur soi-même. Ah, Chantal me dit, nous sommes avant tout des humains. Apprendre est un plaisir à partager, d'accord. Passer les concours, ok, mais est-ce que les concours un jour ont encore du sens? Alors j'essaye de voir si j'ai pas, voilà, j'ai pas perdu des trucs. Ok. Alors c'est intéressant parce que du coup, pour l'instant, personne m'a dit que ça ne sert plus à rien. Donc vous avez quand même le sentiment, et c'est peut-être pour ça que vous êtes là ce soir, que quand même il y a une importance et une utilité à la mémoire. Comprendre le monde, interagir avec lui, la mémoire première de se situer et de rester libre. Ça c'est joliment dit. Ok, pas mal. J'aime bien vos réponses. Donc pour le coup, a priori, personne, en tout cas, personne n'a manifesté l'idée que cette mémoire pourrait être inutile. Et ça, c'est vraiment des questions qu'il faut, je pense, aujourd'hui. Enfin, si on prenant, je sais pas quel est votre âge, hein, toutes les personnes qui répondent. Ça dépend aussi de votre âge. Hein. Il y a des personnes, peut-être que quand on est plus jeune, on peut avoir le sentiment que bon, la mémoire, ok. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de travailler sur cette mémoire? Est-ce que ça a encore du sens? Mémoriser les gestes barrières. Moussaïd, quel humour ce soir. Martine me dit que ça sert à vivre sans pas de conscience. Elle fait partie de notre personnalité. Ça sert pour réaliser tout ce que nous faisons au quotidien, lire, marcher, conduire. Alors oui, donc là on est sur une autre forme de mémoire. On est effectivement sur les automatismes, rester en vie tout simplement, c'est vrai. Si on va jusque là, apprendre mes textes de théâtre, ben oui, ce sera très précis et très utile quand les théâtres rouvriront, on est bien d'accord. Vieillir bien, super. Écoutez, vraiment vos messages, vos réponses sont plutôt enthousiasmantes, plutôt positives. Et pour le coup, je regarde les derniers messages et après je reprends la main. Ok, donc je vais peut-être vous laisser continuer à répondre pour continuer donc à avancer. C'est pour l'apprentissage, être humain. Ok, bon, très bien. Je reste attentif. Comment tenir une conversation sans clavier si rien en tête? Bon, ok, tout ça c'est vrai, vous avez raison. La mémoire, elle a encore son utilité aujourd'hui et même, oui, sans doute beaucoup plus qu'on peut l'imaginer à une époque où on est quand même face à une masse d'informations. Alors justement, au départ, peut-être que l'idée c'est de repréciser ce que pourrait être la mémoire. Donc, mémoire, faculté que moi j'étudie maintenant depuis plus de 25 ans, 26 ans aujourd'hui. Un sujet qui, au départ, honnêtement, je pensais que j'aurais fait le tour en très peu de temps. Je pensais qu'en 2-3 ans, j'aurais fait le tour et que finalement, je me serais un peu lassé de cette faculté. En fait, non. Pour vous situer, voilà, moi j'ai fait beaucoup de travail en termes de recherche personnelle, évidemment, mais aussi d'entretien, d'interviews, de chercheurs. Voilà, j'ai fait quand même beaucoup de choses. J'ai retrouvé des bouquins très anciens. Regardez, je vais vous en montrer un qui est très ancien. Et c'est marrant parce que, vous voyez, ça c'est un bouquin là que j'ai. Alors là, vous voyez pas la couverture. Je vous montre. Ça, c'est un livre. C'est une revue qui s'appelait La Revue de la mnémotechnique ancienne et moderne. Là, on est au 19e siècle. C'est un monsieur qui s'appelait Aimé Paris qui éditait ce genre de revue pour stocker l'information. Et là, vous avez sous les yeux ce qu'on appelle une mémoire moderne, hein, pour le coup. De tout temps, l'être humain, il a voulu percer le secret de la mémoire. Et ça commence dès l'Antiquité, à une époque où il y a cette fameuse déesse, Mnémosyne, qui fascine les êtres humains et qui est donc la garante du savoir et donc de la mémoire. Donc Mnémosyne, déesse,
possède une mémoire à une époque où la mémoire est plutôt vécue comme vitale. Il faut bien comprendre que historiquement, la mémoire, c'est une faculté vitale. Elle sert à conserver le savoir, les connaissances, les compétences, par la transmission notamment orale. Et il est fondamental que on puisse retenir et transmettre l'information. Et donc cette mémoire, elle a ce côté magique, littéralement. Elle a ce côté divin, et quiconque possède une bonne mémoire est l'égal d'un dieu, ou en tout cas d'une déesse, en l'occurrence Mnémosyne. Et donc c'est le point de départ d'une grande aventure où l'être humain va chercher à tout prix à percer le secret de la mémoire. Et qu'est-ce qu'il va découvrir, notamment l'être humain? Un rôle fondamental de la mémoire, c'est que son rôle, c'est vrai que c'est plutôt de localiser l'information. Elle est forcément quelque part. Alors historiquement, on pensait que la mémoire se situait dans le cœur, parce qu'on avait le sentiment que lorsqu'il y avait beaucoup d'émotions, eh bien le cœur qui battait très fort à ce moment-là retenait mieux. Et donc on a longtemps cru que le siège de la pensée, de la mémoire, de la cognition se situait dans le cœur. Et ça, c'est une idée qui va durer extrêmement longtemps, jusqu'à ce qu'au Moyen-Âge, on invente une expression qu'on appelle apprendre par cœur. Et donc tout ça, ça va faire l'objet d'une grande aventure qui va perdurer des siècles et des siècles, où la mémoire va rester quand même la propriété d'une certaine catégorie de personnes. Ce n'est pas tout le monde qui a accès aux stratégies de la mémoire. Donc l'art de la mémoire est quand même quelque chose de réservé à une certaine catégorie de personnes. On n'a pas forcément envie, si vous voulez. Je ne parle pas forcément de l'Antiquité, parce que l'Antiquité c'était encore autre chose, mais plus tard, si vous voulez, on n'a pas forcément envie que les gens soient trop intelligents, parce que on sait très bien que le savoir est une arme, vous le savez, et on n'a pas forcément intérêt à ce que les personnes sachent forcément utiliser leur mémoire. Bon, en tout cas, cet art va se développer, intéresser. Et ce qu'il faut comprendre de la mémoire, c'est que c'est une fonction, une faculté, ce n'est pas un muscle, ce n'est pas un organe, dont le rôle, c'est bien de retenir pour restituer. Ça, c'est la base fondamentale. Retenir pour restituer. Et c'est de là, si vous voulez, c'est de cette idée-là qu'on va commencer à créer des mémoires artificielles qui servent à stocker l'information pour pouvoir la retrouver ou la restituer. Donc, c'est basé sur cette idée-là. La mémoire, donc, c'est aussi, quand on la pousse plus loin, la faculté qui va permettre d'apprendre. Apprendre, ça n'est pas seulement mémoriser. Mémoriser, c'est retenir pour restituer, mais mémoriser, ça peut être sur du court, moyen ou long terme. Donc plus on va vers du long terme, plus on va vers ce qu'on appelle l'apprentissage, sachant que apprendre, c'est changer de comportement. Quand on apprend, on n'est plus tout à fait la même personne. Apprendre, ça implique d'utiliser sa mémoire dans différents contextes pour s'approprier l'information et certainement donc avoir un autre regard sur le monde qui nous entoure. Donc on apprend à ce moment-là à être une autre personne, on progresse. La mémoire, ça a été très justement dit tout à l'heure, c'est ce qui vous permet de développer votre personnalité depuis tout petit jusqu'à la fin de votre vie, parce que vous allez accumuler des connaissances, vous allez accumuler des compétences, des expériences de vie, et tout ça va évidemment vous construire, vous permettre d'avoir votre avis sur le monde, vous permettre de comprendre, de donner du sens aussi à ce qui vous entoure, à la vie tout simplement. Et c'est ce qui va faire la différence. Une personne par exemple qui n'apprend pas, qui n'apprend jamais, qui n'expérimente rien, évidemment aura une personnalité sans doute moins développée qu'une autre qui passe son temps à apprendre et qui reste curieux. Hyper important, la mémoire c'est aussi la faculté qui vous garantit votre esprit critique. À une époque où on est bombardé d'informations, et ça on y reviendra tout à l'heure dans les enjeux, avoir de l'information en mémoire, avoir des connaissances, c'est ce qui vous permet d'être plus critique. Aujourd'hui, le grand drame, si vous voulez, on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe autour de cette pandémie, et même avant, mais la pandémie a quand même révélé beaucoup de choses, que beaucoup d'informations circulent, les gens s'expriment sur tout et sur n'importe quoi, tout le monde donne son avis, ce qui fait qu'effectivement on est un peu noyé dans l'information, et n'étant pas forcément formé pour traiter l'information efficacement, eh bien on peut être tout simplement manipulé. Voilà. Donc l'esprit critique, hyper important, c'est votre mémoire qui vous permettra donc de vous garantir l'esprit critique. Ça favorise la créativité, clairement, ça vous le savez. Quand vous avez pas mal d'informations en tête, sans doute que vous avez plus de points d'accroche pour aller chercher des idées
et sans doute pour donc inventer des choses nouvelles. Et on verra aussi, donc c'est la faculté qui permet de prendre de bonnes décisions. C'est important quand je dis bonnes décisions parce que on verra qu'on peut prendre des décisions de façon automatique, mais pas forcément les bonnes. Accessoirement, si vous voulez, si on devait imaginer ce que votre mémoire serait capable de stocker, mais alors c'est complètement, si vous voulez, c'est une estimation, en fait on ne le sait pas vraiment, mais on estime que votre mémoire serait capable de stocker jusqu'à 2500 téraoctets de données. Donc c'est juste énorme. C'est juste énorme. Votre cerveau, c'est 86 milliards de neurones, 10 000 connexions potentielles par neurone, je ne sais pas si vous imaginez. Mais tout ça permet justement donc de pouvoir encoder de l'information, de la structurer et surtout d'apporter un stockage nuancé. Ça aussi c'est important parce que cette notion de stockage tout en nuances va, c'est vrai, à un moment donné provoquer certaines frustrations, notamment quand on a du mal à se rappeler d'informations. Vous voyez que c'est aussi parce qu'il y a un stockage en nuances qui n'est pas brut. C'est pas forcément une information qui nous ramène tout de suite ce qu'on cherche, mais c'est peut-être un ensemble d'informations qui va nous permettre de retrouver une information précise, parce que voilà, la mémoire, elle est très complexe, extrêmement complexe, bien plus complexe en fait qu'on peut l'imaginer. Cette mémoire aussi, elle est rattachée, si vous voulez, à l'aspect social aujourd'hui, vital autrefois, parce que c'est vrai qu'il fallait sauvegarder l'information. Mais aujourd'hui, il y a, on va dire, si vous voulez, une volonté sociale dans la mémoire, c'est qu'on en a besoin, effectivement, pour, notamment dans les relations humaines, pouvoir interagir efficacement, rester quand même dans l'empathie, pouvoir répondre à des questions, pouvoir s'intéresser au monde, pouvoir discuter. Donc tout ça, c'est aussi le rôle de votre mémoire. C'est une faculté qui est passée de vitale à sociale, même si évidemment elle reste vitale. Ça, vous l'avez très bien dit tout à l'heure dans les partages. On va distinguer également tout ce qui est mémoire peut-être immédiate de travail, qui nous laisse penser quand même que cette mémoire, son rôle, c'est quand même d'être dans le présent. À tort, on pense que la mémoire, c'est la faculté qui devrait nous ramener tout ce qu'on a pu voir comme ça en temps réel. Non, le rôle de votre mémoire, c'est plutôt d'être dans le présent. Pas forcément dans le passé, pas forcément dans le futur non plus, même si évidemment il y a tout un rôle autour de la planification et toutes ces choses. Mais donc il y a une forme de mémoire qui au quotidien peut nous piéger, et c'est très important de bien le comprendre, notamment face à cette masse d'informations. C'est ce qu'on appelle la mémoire de travail. Mémoire de travail qui est une mémoire plutôt explicite, consciente, gourmande en ressources, qui demande quand même de faire un certain effort, qui est limitée aussi. On sait qu'au bout de quelques informations, elle va commencer à saturer. Alors ça dépend de la nature de l'information, mais voilà, en moyenne, on dit qu'au bout de 6,5, 7, cette forme de mémoire de travail va saturer, ce qui va nous poser problème aujourd'hui dans une société de multiples informations, d'informations, on va dire, de masse, où non seulement il y a une information de masse, mais qui est consultable n'importe où, n'importe quand, avec des systèmes de rappel, de notification, de bip, etc. etc. Donc, faculté qui, c'est vrai, par rapport, on va dire, à l'intelligence artificielle qu'on va voir dans un instant, va être sans doute limitée à ce moment-là. Alors, en face, nous avons effectivement l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, si vous voulez, c'est tout ce qui va permettre de simuler l'intelligence. Alors, c'est intéressant parce que j'étais l'autre jour, moi je fais partie d'un réseau d'experts, voilà. Et dans ce réseau, il y a un spécialiste de l'intelligence artificielle, il s'appelle Vincent Le Cerf. Et Vincent, on a souvent, encore un Vincent, oui, on a pas mal échangé sur la question. C'est toujours passionnant de discuter avec Vincent parce que il m'expliquait qu'effectivement, l'intelligence artificielle, il y avait une sorte de mythe par rapport à ça. Et qu'en gros, on pensait qu'effectivement, on attribuait à l'intelligence artificielle quasiment tous les maux de la Terre. C'est qu'en gros, avec tout ça, on va moins réfléchir, etc., etc. La vérité, si vous voulez, c'est que si vous avez le sentiment que ces outils-là nous endorment ou nous rendent un peu débiles, c'est surtout votre rapport à l'outil. Un outil en soi, c'est ni bon ni mauvais. C'est juste que voilà, vous en savez pas forcément bien. Si vous passez votre temps effectivement à consulter votre smartphone, parce que c'est vrai que c'est plus facile. Si je prends un cerveau, vous voyez, on a ici un cerveau là. Il faut savoir un truc, c'est que le cerveau humain, il est quand même programmé pour le moindre effort, parce que c'est un organe qui est extrêmement gourmand en ressources, voilà.
Donc comme il est gourmand en ressources, il va faire un peu d'économie quand même. Et face à une solution qui est facile et une solution qui est compliquée, sans contrôle de votre part, il ira vers la solution facile. Parce que voilà, vous avez des systèmes qui sont différents. Vous avez un système plutôt au centre, on va parler du système limbique, qui est plutôt émotionnel. Ce système-là, qui va être assez spontané, pour le coup. Et donc, étant spontané, il va aller à la facilité, alors que la partie plutôt supérieure ici, là, ce qu'on appelle le lobe préfrontal, lui qui va donc engager le raisonnement, un certain travail un peu laborieux de réflexion, si vous voulez, qui demande plus d'efforts et plus d'énergie. Bon, l'un dans l'autre, si vous ne contrôlez pas tout ça, forcément, c'est plutôt la partie automatique, spontanée, qui va prendre le dessus. Voilà, ça prend le dessus et au final, donc, on va se retrouver avec une forme, si vous voulez, de fainéantise. On va dire le mot réellement. On verra que souvent, le problème de la mémoire aujourd'hui en 2021, c'est le rapport qu'on a au temps et à l'effort. Au temps, ça veut dire que il faut effectivement du temps pour encoder. Quand je parle d'encodage, c'est traiter l'information. Il faut du temps parfois pour retrouver l'information. Ça peut arriver, il faut faire un petit travail. L'effort, c'est vrai que ça demande de l'effort. Et donc, quand on ne sait pas, quand on n'a pas envie de faire d'efforts, on va au plus simple. Et puis, on utilise les outils modernes. Et puis, on a l'impression que ces outils nous envahissent et qu'on ne sait plus rien faire. C'est votre faute. C'est pas des fautes des outils, c'est de votre faute. Voilà, donc c'est à vous de faire ça. Donc l'intelligence artificielle, son rôle, c'est plutôt de résoudre des problèmes logiques, binaires, A contre B, bon, pas bon, faire des choses vraiment rapidement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'intelligence artificielle, elle a son rôle, notamment, si vous voulez, dans toutes ces activités binaires, qui quelque part n'ont pas de valeur ajoutée. Votre mémoire, elle va prendre de la valeur dès lors que vous accumulez de la connaissance, de la vraie connaissance. Si vous voulez mémoriser un numéro de téléphone, c'est pas très intéressant. Dans ce cas-là, quelque part, utiliser un smartphone, c'est plutôt pratique, c'est plutôt bien vu. Il y a des tas d'informations, si vous voulez, qui ne sont pas utiles, quoi. Donc, gardez à l'esprit que cette mémoire, elle va se développer et s'optimiser toute votre vie par l'optimisation de vos connaissances, tout simplement. Parce qu'il y a des connexions neuronales qui vont se faire, se refaire, se renforcer. Il y a des autoroutes, littéralement, qui vont se créer dans votre cerveau. Et tout ça, ça va donc consolider les liens qu'il y a entre vos neurones. Donc, l'intelligence artificielle, c'est plutôt créé pour faire du stockage brut, plutôt pour faire des tâches binaires, même si on essaye, on est d'accord, on essaye d'égaler l'être humain aujourd'hui, mais on en est très 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 loin, vraiment très loin. C'est vrai que c'est très bluffant de voir un ordinateur qui calcule très vite, parce que ce sont des tâches binaires, vous voyez. Donc c'est 1, 0, 1, 0, c'est A donne B, enfin oui, c'est toutes ces choses-là qui effectivement peuvent être bluffantes, parce qu'évidemment on n'est pas capable d'aller aussi vite, mais à côté de ça, l'IA, vous n'allez pas lui demander de comprendre l'empathie ou de décoder comme ça spontanément une personne qui a un problème. Il n'y a pas de ressenti, donc ça l'IA ne sait pas faire. Ne sait pas faire, elle ne saura même pas, ne saura même jamais faire. Enfin, ou peut-être un jour, mais pour l'instant on en est quand même très très loin. Donc cet ami Vincent Le Cerf, avec qui je parlais l'autre jour, me disait un truc très amusant. Un test qui avait été fait, vous savez, donc il y a ces fameuses voitures autonomes qui vont arriver un jour, qui vont être automatisées. Mais il me dit, mais le problème, c'est pas ça, c'est que ils ont fait un test, par exemple, ils ont mis un piéton, voilà, avec un sac à dos et derrière le piéton, un panneau, je crois 50 à l'heure, ou 10 à l'heure, je sais plus combien, qu'importe. Et donc une voiture autonome, elle est potentiellement capable de reconnaître un panneau. Donc voilà, les caméras, machin, donc quand elle voit le panneau, elle est capable de ralentir, d'adapter sa vitesse en fonction d'une voiture qui est devant elle, etc., etc. Tout ça, ce sont des calculs. Et un jour, donc un test a été fait, donc on a mis un piéton, voilà, avec un sac à dos, et sur le sac à dos, un panneau qui, je crois, émettait 10 à l'heure, je sais plus combien. Mais la voiture, elle sait pas que c'est quelqu'un qui marche avec un sac à dos. Qu'est-ce qu'elle voit? C'est juste le panneau. Elle n'est pas capable de contextualiser. Donc la voiture, elle s'est arrêtée. Elle s'est juste arrêtée. Elle s'est arrêtée, enfin elle a roulé à 10 à l'heure, oui. Donc la limite, elle est là, quoi. On n'est pas capable,
à ce moment-là, donc de faire en sorte que cette intelligence artificielle aille aussi loin dans la réflexion, de mettre en place tout un système de représentation contextualisée, de se faire son avis, et donc de résoudre à ce moment-là donc un problème beaucoup plus nuancé. Vous voyez, donc ça peut être la limite. Quelque part, si vous voulez, l'IA, ça va être super utile dans ce genre de rôle. Regardez, je vous montre une vidéo, vous allez voir, c'est bluffant ce que je vais vous montrer. Ce sont des choses réelles. Hein. Want to Donc count une your IA qui est items capable comme faster? ça, donc The Count Things de from Photos comptabiliser en app temps counts réel objects avec at une the photo. touch of a button. Voilà, ça c'est le rôle de l'IA, quoi. Enfin, un des rôles évidemment. To ensure Donc en accuracy, temps réel, tac, we on prend une provide photo, counting il nous montre tout de templates for suite many combien il y types a of de items. cubes ou de troncs d'arbres ou je ne sais quoi. Évidemment, bien plus vite que vous, quoi. Bien plus vite que vous. C'est juste énorme. Automatically Et create donc, customized c'est ces choses-là CSV que files, l'IA, par exemple, reports, and annotated est photos. capable donc with- de performer. Est-ce que vous avez des questions à ce stade de l'intervention? Je vais vous laisser quelques secondes pour éventuellement interagir sur le chat. Sur le chat, vous avez donc la possibilité donc, de poser éventuellement des questions si quelque chose n'est pas clair par rapport à ce que je viens de dire. Donc n'hésitez pas. Donc on voit bien, la mémoire, fonction, faculté dépendant d'un organe, le cerveau, bien plus puissant qu'une intelligence artificielle aujourd'hui, même si l'IA est bien meilleure que nous sur les tâches binaires. Voilà, tâches binaires de calcul, effectivement. Mais sur des, on va dire des notions qui peut-être de toute façon ne sont pas forcément très très intéressantes au niveau organique, hein, au niveau du cerveau humain, quoi. Donc la bonne question maintenant aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut aujourd'hui en 2021 non pas repousser, de se dire ça c'est mauvais et que l'IA va tous nous tuer et on prend le mauvais chemin, parce que c'est pareil. Vous remarquerez quand même que de tout temps, on a eu peur du progrès. Hein. Aujourd'hui, voilà, on a peur des ordinateurs, on a peur des robots, etc. Mais mettez-vous dans le temps. Moi, j'imagine que mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents, quand ils ont vu arriver la radio, ils ont peut-être dû se dire attention, voilà, c'était dangereux, comment ça marche, il y a des ondes, je sais pas trop quoi, c'était dangereux. Puis après, la télévision est arrivée, et puis on a eu peur aussi de la télévision parce que ça allait nous aliéner, et puis après, on a eu peur de tout, quoi. C'est comme ça, hein, on a souvent peur un peu de la technologie. Après, on l'apprivoise, quoi, tout simplement. On l'apprivoise. Des questions sont en train d'être posées, j'ai le sentiment, donc je vais vous laisser les poser. Et comment mémoriser ses objectifs? Parfois on fait le contraire de ce qui doit être. Alors là, Moussaïd, on est donc sur cette thématique de la mémoire, mémoriser des objectifs. En fait, ça c'est le rôle d'une mémoire dite prospective. Alors ça c'est important, c'est intéressant d'ailleurs. Si on prend le rôle de votre mémoire, c'est vrai que votre rôle, le rôle de mémoire, c'est aussi de planifier. Hein, c'est-à-dire qu'il est d'être capable d'anticiper l'utilité de, et ce qui va donc tout changer d'ailleurs. Hein. Donc là, on est sur une mémoire dite prospective, et on est bien dans la mémorisation d'un objectif. Alors, soit effectivement, on met en place un truc très simple, hein, quand on a des objectifs, on les écrit. Il ne faut pas avoir peur hein, de noter. Beaucoup de personnes pensent que d'avoir des post-it, etc., c'est une tare. Non, non. On est en 2021, on a différents outils à notre disposition, on a le papier, on a les IA, on a des pense-bêtes, on a tous ces trucs-là, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'utiliser ça. Votre mémoire, quelque part, si vous voulez, là où vous devrez faire peut-être le plus effort, c'est de continuer à être curieux et de l'enrichir de connaissances. Ça, pour moi, c'est fondamental. D'ailleurs, moi, je défends l'idée que la mémoire s'entretient, et c'est pas mon idée, hein, c'est une idée aussi partagée par des chercheurs, d'ailleurs c'est plutôt leur idée que je repartage avec vous et que je partage, avec laquelle je suis entièrement d'accord, c'est que cette mémoire va évoluer vers une faculté qui aura besoin d'être nourrie de connaissances, tout simplement parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir donc mieux se protéger, mieux comprendre le monde qui nous entoure, mieux échanger, mieux créer, mieux innover, et donc être encore plus performant. Et donc si vous avez besoin de noter parfois des objectifs,
notez-les, n'ayez pas peur. Moi, le premier, d'ailleurs, je pourrais vous montrer, j'ai pas ça ici, mais j'ai un document qui me suit partout, où chaque matin, je mets mes objectifs à remplir. Bêtement, je ne m'amuse pas forcément à retenir, si vous voulez, mes objectifs du quotidien, par exemple. Donc, n'hésitez pas donc à utiliser ce genre de choses. Et l'action, si vous voulez, d'y avoir pensé, de l'avoir planifié dans votre tête, déjà, c'est un vrai travail de mémoire prospective. Donc, prendre des notes, c'est toujours intéressant. Et d'ailleurs, vous verrez que quand on fait des interventions, peut-être que parmi vous, il y a des formateurs, mais quand vous faites des interventions en salle, les personnes qui pensent être capables de retenir sans prendre de notes se trompent. Enfin, elles retiennent ce qui les intéresse, et tant mieux si elles ont pu prendre ce qui les intéressait. Mais si on fait ensuite un test de restitution entre ceux qui ont pris des notes et ceux qui n'ont pas pris de notes, clairement, les personnes qui ont pris des notes sont meilleures que celles qui n'ont pas pris de notes. Clairement. Et surtout, alors ça, on le mesure en plus sur du moyen terme, quoi. Donc écrire est bien une stratégie de mémorisation. Moustapha me demande, je me pose toujours la question, comment des intellectuels mémorisent facilement le nom d'auteur, de date et de titre d'ouvrage avec aisance? Eh bien, tout simplement parce que ce sont souvent, les personnes qui ont des facilités, ce sont des personnes qui ont ce qu'on appelle des mémoires spécialisées. On a tous des spécialités, on est tous bons dans certains domaines, en fonction de votre centre d'intérêt. Alors, si on ramène ça, si vous voulez, à la neuroanatomie et aux neurosciences, en gros, bêtement, si vous voulez, alors je fais très schématiquement, d'accord? Votre cerveau, il va donc tout simplement favoriser des réseaux de neurones, des groupes de neurones en fonction de votre intérêt, de votre spécialité, au détriment d'autres. Donc à ce moment-là, vous devenez donc un spécialiste. Moi, par exemple, je suis spécialiste de la mémoire, mais aussi du monde de l'illusionniste. Et dans ce cadre-là, très honnêtement, je suis capable de retenir très vite des auteurs, des notions, des titres de bouquins, parce que ça me parle et que je peux raccrocher ça à mon environnement, à mon quotidien. Je sais que ça va m'être utile. Et d'ailleurs, il n'y a pas de secret, souvent je restitue l'information, j'en parle autour de moi. Et c'est ce qui peut faire la différence entre ces personnes-là, donc vous appelez intellectuels, qui peut-être l'information, ils savent que ça va leur être utile, ils anticipent, il y a donc une forme de mémoire prospective qui est engagée à ce moment-là, et sans doute qu'il faudrait les observer, il faudrait les interroger, mais je suis sûr, quasiment sûr à 100%, que les informations qu'ils ont sous les yeux, ils vont en faire quelque chose. Et ça, c'est une grande constante. Une information va être durablement encodée si vous en faites quelque chose. Une information dont vous ne vous savez pas, ou pas bien, ou pas beaucoup, en général, sera ce qu'on appelle oubliée. L'oubli, c'est pas que c'est effacé. C'est juste que à ce moment-là, c'est une information qui devient difficile à récupérer. Parfois, qui devient impossible à récupérer. Et la différence, elle est sans doute souvent ici. Donc, peut-être la question qu'il faut vous poser, Moustapha, est-ce que vous avez cette démarche de partager l'information, de l'utiliser, d'anticiper son utilité ou pas? Alors, la question qui reste entière est mémoire et intelligence. Alors, tout ça, ça fait partie du champ de la cognition. Donc, la mémoire est une des bases fondamentales, et même la base fondamentale de la cognition, quelque part. L'intelligence, difficile aujourd'hui de la définir parce qu'on parle de multiple intelligence. Alors, je vous donne ma définition. Pour moi, l'intelligence, c'est l'art et la manière de s'adapter à l'environnement. Voilà, ça c'est ma définition, c'est ce que je pourrais vous donner comme définition là maintenant. Et que pour pouvoir le faire, sans doute que j'ai besoin d'avoir en mémoire des pratiques, des connaissances qui me permettent de répondre à un problème ou à un environnement, une situation précise, quoi. Hein, par exemple, je suis en voiture, je crève, j'ai mon pneu qui crève. Effectivement, si je ne suis pas capable à ce moment-là de me dérouiller et changer ma roue, on ne peut pas dire que je suis très intelligent à ce moment-là. Voilà, bon, ça c'est ma façon de définir l'intelligence. Peut-être que vous avez quelque chose de différent et n'hésitez pas donc à partager. Bon, ok. Donc maintenant, l'idée c'est quoi? C'est comment est-ce qu'on peut allier, effectivement, comment est-ce qu'on peut allier l'IA avec la mémoire. Bon, avec ce que je viens de vous dire, peut-être que ça va vous paraître un peu plus clair. On va prendre les choses fondamentales de la mémoire. La mémoire, c'est tout simplement l'art et la manière de localiser l'information, de retrouver le chemin de. Vous savez, quand vous notez de l'information sur un cahier, quand vous prenez des notes, quelque part, vous acceptez l'idée de déléguer l'information sur une mémoire externe. La frustration qui pourrait se poser à ce moment-là, c'est que dans peut-être 2 semaines, 3 semaines, eh bien, l'information que vous avez prise en note, vous ne l'avez pas ici. Mais vous savez où elle est.
Et dans ce cas-là, vous allez retrouver le chemin de l'information, ce qui en soi est une action de mémoire. Et donc c'est quand même pas mal. Donc la frustration elle est là. Donc, et là peut-être que vous vous direz, j'ai plus de mémoire, ça ne marche plus, voilà, ça marche plus bien. C'est pas vrai. C'est juste que vous n'avez pas fait le travail d'encodage qu'il aurait fallu faire. Une fois que vous avez pris des notes, l'information, si vous voulez qu'elle reste localisable là, il faudrait la reprendre, il faudrait sans doute la restructurer, il faudrait sans doute la partager, l'utiliser pour qu'elle soit encodée sur une mémoire à long terme dans l'objectif peut-être d'être apprise à terme. Voilà, c'est à cette condition qu'il faut y mettre du temps et de l'effort. Ça revient à ce que je vous disais au départ, souvent le problème c'est ce rapport qu'on a au temps et à l'effort qui n'est peut-être plus évident aujourd'hui à une époque où on est quand même extrêmement sollicité. Donc, le rôle de votre mémoire, c'est quand même de localiser l'information et de retrouver le chemin. L'IA, c'est plutôt du stockage brut. C'est des solutions de recherche via des mots-clés, via un ordre qui a été donné de façon, on va dire, par des circuits, tout simplement électroniques, et qui va permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Rechercher une information, fermer une porte, fermer des volets, toute la partie domotique par exemple. Donc ça c'est l'IA. Donc vous allez pouvoir allier efficacement la mémoire avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, dès lors que vous accepterez sans doute que d'abord l'IA va nous être d'une aide précieuse. Aujourd'hui on a quand même on a à notre disposition une mémoire externe commune qu'on va appeler une mémoire transactive, c'est le terme, qui est Internet, Wikipédia ou je ne sais quoi, enfin ce que vous voulez. Elle est à notre disposition. Notre mémoire va être impliquée dans notre capacité à apprendre à nous servir de ces outils-là. Je prends des personnes âgées souvent qui ont peur des outils aujourd'hui, de ces outils-là, des smartphones. Ils ont peur de ça. Ils en ont peur parce que souvent, ils ont peur tout simplement que de ne pas savoir s'en servir. C'est leur rapport à l'outil qui leur fait peur. Ils ont peur de le casser, ils ont peur, j'en sais rien. Enfin, la peur, elle n'est pas vraiment là où ils le disent, quoi. Mais c'est pas mauvais pour une personne âgée, un outil comme ça. Parce que il va quand même devoir faire l'effort d'apprendre à s'en servir, y mettre du temps et de la patience, et d'acquérir un nouvel outil. C'est quand même pas rien. Avec en plus pas mal de transversalité, parce que quand on apprend à se servir d'un smartphone, on apprend automatiquement à se servir d'une tablette. Et puis en apprenant à se servir d'une tablette, on a quand même un premier chemin pour aller peut-être vers l'ordinateur. Vous voyez. Donc tout ça, c'est quand même pas rien, quoi. Donc la mémoire va être impliquée dans cette capacité à apprendre l'usage de nouveaux outils, mais pas que. Elle va être impliquée et elle va être performante si et seulement si, enfin si et seulement si, en partie, parce qu'il n'y a pas que ça, vous êtes capable aujourd'hui de la nourrir de connaissances générales, des connaissances générales, sans doute, pour avoir ensuite la possibilité d'accéder à de l'information plus précise grâce aux IA et d'aller plus loin. Donc la mémoire, on n'est jamais aussi performant pour chercher de l'information que lorsqu'on a quand même des notions en tête. Vous voyez le truc. Donc c'est quand même toute cette interaction-là entre ce que vous savez, ce que vous connaissez, et le raccourci que vous pouvez faire pour aller vers l'IA et approfondir peut-être des données que vous avez déjà en tête. Parce que si vous ne savez pas, si vous ne savez rien, ce que vous allez chercher, ça va être compliqué, quoi. Quand vous n'avez pas d'informations en tête et vous cherchez un peu au hasard un mot-clé, c'est compliqué, quoi. Et puis surtout, on tombe sur une information qui parfois est un petit peu erronée, quoi. Ou même complètement erronée. Donc l'idée, elle est là. L'idée pour moi de la mémoire, c'est la capacité de l'être humain à faire deux choses: enrichir sa mémoire de notions et de connaissances générales, de culture générale, de notions générales, et d'usage d'outils, on va dire, d'applications numériques, pour pouvoir justement donc aller plus loin dans sa démarche, dans sa réflexion, dans peut-être sa créativité, etc., etc. Donc ça, c'est pour moi la première chose. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous avez un avis? Avez-vous un avis? Pendant ça, je vais répondre à la question de Moustapha qui me parle de mémoire et émotion. Alors, pendant que vous répondez, si vous avez des questions, enfin des réponses à ça, ou des questions, Moustapha, le lien entre la mémoire et l'émotion est réel, tout simplement. On le sait aujourd'hui, donc les émotions font plutôt partie d'un ensemble, d'une forme de mémoire qu'on va plutôt appeler la mémoire épisodique. Une mémoire qui stocke le contexte et la façon dont on a retenu l'information, dont les émotions. Et ça, vous l'avez forcément expérimenté. On retient beaucoup mieux lorsqu'on prend du plaisir, lorsque c'est amusant, lorsque le contexte s'y prête, lorsqu'on a été touché par l'information, littéralement. Et évidemment, on retient mieux
parce que dans ce cas-là, il y a des mécanismes, il y a un circuit d'apprentissage qui se met en place beaucoup plus naturellement que lorsqu'il n'y a pas de tout ça. Donc en fait, votre mémoire, si vous voulez, elle va s'articuler la mémoire à long terme va s'articuler autour de 3 formes de mémoire qu'on va appeler la mémoire sémantique, celle du sens. C'est-à-dire que vous devez comprendre idéalement l'information pour pouvoir l'encoder efficacement. Celle donc du contexte, de l'émotion, effectivement, donc ça c'est la mémoire plutôt épisodique. Donc c'est comment est-ce que vous mettez en scène l'information pour qu'elle soit mémorable, ou comment vous la percevez. Et puis une autre forme de mémoire qu'on va appeler mémoire plutôt procédurale, qui va être la mémoire de l'expression, de l'expérimentation, du partage, etc. Donc ce sont ces 3 formes de mémoire-là qui vont former ce qu'on appelle la mémoire à long terme. Donc les émotions, évidemment, ont un rôle important. Chantal me dit, entièrement d'accord jusqu'ici, merci. Je pense que la motivation émotionnelle dégrade notre capacité de mémoriser et de nous progressions. Alors, la motivation... Ah oui, d'accord. Comment activer la motivation rationnelle, me demande Moussaïd. Alors, ce que j'entends dans la motivation rationnelle, c'est ce que je disais au départ, c'est comment est-ce qu'on fait pour ne pas être trop dans la spontanéité et dans la rationalité. Bah, Moussaïd, ça s'apprend. Hein. Ça s'apprend, c'est-à-dire que, comme tout, hein, alors ça s'apprend notamment par, sans doute, l'aspect sémantique de la mémoire, tout ce qui touche à la logique, à l'abstraction. Ça s'apprend aussi peut-être par l'accumulation de connaissances, de se dire que, et quelque part par une forme d'humilité. Il y a beaucoup d'ego hein, aussi dans les prises de décision un peu spontanées, émotionnelles. Il faut peut-être aussi accepter à un moment donné qu'on n'est pas expert en tout. Hein. Il faut aussi se dire que voilà, face à des informations, on n'est rien. Quoi. Moi, par exemple, par rapport à cette notion aujourd'hui du Covid qui déchaîne les passions, moi je ne suis pas infectiologue, je ne suis pas virologue, je ne peux que faire comme vous, j'imagine, lire les choses. Et une bonne pratique, par exemple. Bon, je me dis, finalement, les personnes qui sont les plus à même de parler d'un virus, c'est quand même des virologues. Bon, des infectiologues et des virologues. Bon. Je regarde un peu les personnes qui s'expriment, bon je dis tiens c'est marrant, lui il est plutôt médecin généraliste, lui il est plutôt je sais pas moi généticien ou je ne sais quoi, bon ok, lui il est tel machin, qu'importe, ok, et puis vous lisez quoi, vous lisez puis là vous allez voir tiens c'est marrant, sur 10 infectiologues, il y en a quand même 8 qui sont d'accord, 2 qui sont pas d'accord, 2 qui sont un peu différents, de façon rationnelle, qui est-ce que je dois croire? Bah, raisonnablement, c'est peut-être les 80%, quoi. Je vais plutôt me dire, bah, c'est plutôt les 8 personnes qui ont dit la même chose, quoi. Non pas que les 2 autres ont tort, hein, c'est juste que peut-être que à ce moment-là, moi je suis un expert de la mémoire, par exemple, j'ai continuellement des gens en face de moi qui évidemment posent leurs questions, qui évidemment contredisent ou donnent de la contradiction, ce qui est très intéressant d'ailleurs. Hein. Et à ce moment-là, si vous voulez, dans une salle, il y a 2 solutions. Soit la personne croit à son copain, qui n'est pas expert en mémoire, et se dit oui, c'est lui qui a raison, parce que c'est croyance, parce qu'il a envie d'y croire, hein, bêtement. Ou alors il se fait preuve de rationalité, il dit attends, bon d'accord, il y a quand même un mec qui travaille sur la mémoire depuis 25 ou 26 ans aujourd'hui, il en sait sans doute un peu plus que mon copain qui a dû lire un bouquin sur la question, quoi. Oui. Donc c'est ça aussi, hein, c'est de prendre un peu de recul, de faire marcher un petit peu son ego, enfin de mettre un peu son ego de côté, si vous voulez, et de se dire bon voilà, face à telle information, moi je suis pas expert, il faut que j'apprenne à écouter peut-être un son de cloche d'un expert. Voilà, bah, bon, c'est ce que je sais pas si c'est clair ce que je sais dire à Moussaïd. La Madeleine de Proust est bien une mémoire émotionnelle. Oui, c'est une mémoire surtout épisodique, autobiographique réellement, qui est en lien avec l'émotion. On est bien d'accord, hein. Enfin, une émotion, alors attention, c'est bien l'odeur et le goût qui ramènent l'information. Donc c'est quelque chose de sensoriel qui ramène un contexte et qui ramène à ce moment-là une émotion. Si on ramène vraiment le cheminement, et c'est ça qui déclenche le souvenir de beaucoup de choses. Allez, pour terminer sur cette intervention, il est 46, on est vraiment dans les temps, on est parfait, on est nickel. Juste vous parler des enjeux de la mémoire, donc en lien avec ce que je viens de dire. Votre mémoire, elle est fondamentale. Elle est de plus en plus. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, le rôle de la mémoire est déterminant de plus en plus. Il le sera de plus en plus aujourd'hui. Évidemment, on peut imaginer qu'un jour, on aura des petites puces dans le cerveau, mais malgré tout, on en est encore loin. Hein. Je pense qu'on sera plus là, nous, quand ça arrivera.
mais ça peut arriver, peut-être que ça arrivera. Le rôle de votre mémoire, c'est justement de vous permettre de ne pas être happé par l'information, d'avoir ce travail de filtre, d'être capable de se dire, ok, cette information-là, intéressante, pas intéressante, et d'être capable donc de se focaliser sur des sources, par choix, par prospective notamment. Surtout, c'est d'avoir une capacité de discernement. Ça, pour moi, c'est fondamental. Pour moi, le grand drame, aujourd'hui, très honnêtement, d'ailleurs, une étude a montré récemment que, en France en tout cas, on avait un vrai déficit de logique, de mathématiques chez les élèves, et de façon générale de sciences, quoi. Mais de façon plus générale de connaissances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même un problème, c'est que la culture générale se perd. La plupart des personnes aujourd'hui pensent que de toute façon, il suffit de taper un mot-clé pour répondre aux questions. C'est vrai, à la limite, quand je ne sais pas, moi je prends mon téléphone, je tape un mot-clé, boum, je réponds à la personne. Bon, n'empêche que le problème, c'est que quand vous êtes dans cette démarche-là, l'information que vous sortez n'est pas là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas le filtre de l'expérience, de votre avis, de votre jugement, et vous prenez pour vrai une information qui a été donnée sur une fiche encyclopédique, Wikipédia, ce genre de choses. Ou alors un site web pris au hasard, parce que le plus souvent, c'est pas tellement Wikipédia. Wikipédia, à la limite, c'est plutôt fiable, mais des fois, c'est un site, voilà, des fois, j'ai des personnes, elles partagent des informations issues de sites, on sait que ces sites-là, quand même, c'est pas sérieux, quoi. Donc, le discernement, c'est fondamental, hyper important. Plus vous ferez marcher votre mémoire pour apprendre des choses nouvelles, plus vous serez capable de faire preuve de discernement, donc d'esprit critique. Et surtout, l'implication de la mémoire dans le rôle social et dans votre développement personnel, parce que ça aussi on l'oublie, mais c'est bien votre mémoire qui vous permet de vous développer personnellement. Aujourd'hui, derrière le terme développement personnel, qu'est-ce qu'on y met? On y met des techniques de psychologie, etc., d'introspection. Ok, très bien. Moi, ça me va pas. Enfin, ça me va pas. En soi, pourquoi pas. Mais pour moi, le développement personnel, c'est bien l'art et la manière d'apprendre toute sa vie différentes choses riches et variées pour se faire un avis plus éclairé sur le monde qui nous entoure. Pour moi, c'est ça le développement personnel. Je vais me développer personnellement si j'apprends une nouvelle langue, si j'apprends une nouvelle compétence, si je nourris ma mémoire de connaissances générales, de culture générale, si je développe une nouvelle passion. Là, oui. Là, pour moi, oui, je vais me développer personnellement. Et ça, pour moi, c'est un enjeu majeur. Et ça, c'est en lien avec votre mémoire. Donc, faire des formations, être dans la relation à l'autre. Il n'y a rien de plus grisant, si vous voulez, d'être capable de converser avec une personne. Quand on est avec une personne et qu'on est capable d'interagir et de comprendre ce qu'elle dit, parce qu'on a des notions sur ce qu'elle dit, et qu'on peut comme ça soutenir une conversation, c'est toujours super intéressant. Quand vous recevez quelqu'un, je sais pas moi, tiens, l'autre jour, mon ami Vincent Le Cerf sur l'IA. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'avant qu'il arrive, j'ai pu me documenter rapidement sur ce qu'il faisait, sur quelques notions sur l'IA, et c'était intéressant de pouvoir comme ça converser avec cette personne-là, quoi. Dans la prise de décision, rappelez-vous au départ, je vous disais que la mémoire, elle a, on va dire, un stockage tout en nuances. C'est ça qui va faire la différence. C'est-à-dire que dans une prise de décision, elle ne sera pas brute, la prise de décision, dès lors que vous ferez appel à votre mémoire. Alors qu'une IA, elle va bêtement prendre une décision, on va dire automatique. Je raconte une expérience qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. Une expérience vraie. On était avant la pandémie sur l'achat de locaux avec des associés, des locaux, voilà. Et tout était parti au niveau des banques, etc., le montage financier, etc. Et ce qui s'est passé, donc il y a eu la pandémie, il y a eu tout ceci, tous ces trucs-là. Alors en plus, on arrivait avec des garanties. On avait des locataires, on avait un apport, on avait un truc qui était bien ficelé entre nous qui devait passer, on va dire, comme ça, quoi. Sauf que la personne qui a eu à prendre la décision, elle marche avec des tableaux. Les tableaux qui calculent le risque, sans comprendre le contexte, sans comprendre ce qu'on fait, ce qu'on va faire, ni se projeter dans le temps, ni faire, on va dire, appel à une hypothèse que l'être humain est capable de s'adapter, de rebondir, de changer son fusil d'épaule, etc., etc. Et le projet, à cause de tout ça, n'est pas passé. Donc là, typiquement, oui, prise de décision brute, sans discernement, enfin, à notre niveau, évidemment, parce que forcément, quand on s'est retrouvé devant le fait accompli avec les associés, on se dit, mais c'est même juste incompréhensible. Mais parce que, voilà, tout simplement, en face, on a une personne qui gère des tableaux, des tableurs, qui rentre des données, elle appuie sur un bouton et boum, ça marque non.
Voilà. Ça, c'est l'IA. Et ça, c'est pas une bonne prise de décision parce que du coup, au final, on passe à côté de plein de trucs. La créativité, hyper important. Deux cerveaux seront toujours plus créatifs parce qu'il y aura de la nuance, il y aura des couleurs, il y aura de l'émotion qu'une IA ne saura pas faire. Une IA pourra vous proposer des sortes de trucs assez atypiques, pourra vous guider par contre. Ça peut être intéressant d'ailleurs. L'IA pourra vous guider, vous donner un début, on va dire, d'idées de créativité, pourquoi pas, et participer, mais les cerveaux humains seront sans doute beaucoup plus performants. Dans le cadre professionnel, évidemment, parce que effectivement, tout à l'heure, des personnes disaient qu'il fallait se former, apprendre des choses tout le temps, passer des concours, évidemment. Donc, dans le cadre professionnel, ça peut être aussi quand vous êtes en discussion avec une personne, être capable de retenir ce qu'elle vous dit parce qu'il y a un enjeu. Hein, on est dans une soirée, on discute, il y a une info qui passe, 2, 3 infos, faut que je les retienne pour pouvoir les retrouver ce soir et puis donc faire preuve d'efficacité, quoi. Donc toutes ces choses-là, d'efficacité, ça va continuer à être des enjeux de la mémoire qui vont faire la différence, toujours. Parce qu'on est quand même dans un monde d'humains, hein, malgré tout. Donc, fondamentalement, la mémoire, elle sera toujours très importante. Une question vient de m'être posée là. Quand on parle d'une IA apprenante, signifie-t-il simplement que l'IA accumule les données et donc son analyse statistique? Ben ouais, c'est exactement ça, parce que l'IA apprenante, hein, le learning machine, hein, comme on appelle, si je prends par exemple la reconnaissance faciale, hein, moi par exemple j'ai Google Photos. J'ai Google Photos et l'avantage c'est qu'il reconnaît tout de suite les gens avec qui les personnes, quoi. Donc à bout d'un moment, parce qu'il a fait une comparaison, il sait qui est qui, donc il nomme tout de suite les personnes, quoi. Et comme j'imagine il se repère aussi sur Facebook, etc., bah voilà, tout de suite il y a le nom de la personne, quoi. Donc oui, l'IA accumule des données pour son analyse statistique et pour avoir donc des restitutions plutôt brutes. On me demande si je suis perdu ou si c'est juste ma connexion. Moi j'ai l'impression que ça marche toujours bien. Sans parler d'ego, la mémoire ne retient-elle pas ce qui correspond à ses valeurs et ses préférences? Bien sûr, c'est exactement le cas. La mémoire est d'abord attirée par ce qui fait sens, hein, c'est-à-dire que surtout la mémoire autobiographique. On va d'abord effectivement retenir des choses qui sont en lien avec ce qu'on veut, retenir ce qui nous paraît être vrai, nos croyances, nos valeurs. Exactement, tout à fait. Je déclare le webinaire terminé. Je reste présent sur la page, dans le chat. Je pourrai toujours vous répondre par écrit. Merci à vous et bonne soirée.